Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Ah, il paraît que c'est un peu fort. Bien, il paraît que c'est un peu fort. C'est bon. C'est mieux? Bon, encore des excuses parce que vous savez, on a eu des problèmes pour vous envoyer les UTL Info. Et aujourd'hui, on vous avait envoyé un courrier pour vous préciser qu'il fallait amener des chaussures, des bâtons, un sac à dos et des vivres. Parce que je crois que ça va durer un certain temps. C'est l'avantage quand on n'a rien à dire, il faut régler le micro. Mais il était prévu quand même, il fallait amener un peu de matériel. Oui, les sacs de couchage et... Là, pour vous plaquer au point. En plus, s'il y a de la neige ce soir, on a prévu vin chaud et tout ça. Ouais. Bon, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Liliane, je crois que Liliane, tu vas nous parler du programme à venir. Et Jean-François, qui est un peu à l'origine, il y a eu des contacts avec monsieur Berkami à la présentation de la conférence d'aujourd'hui. Bon, ben, un bon après-midi et retenez votre souffle. Il va en falloir. Bonjour à toutes et à tous. Et gardez vos chaussures de bain. Je pense que gardez-les pour la semaine prochaine parce qu'on passera par la Turquie contemporaine. Je pense que ce sera beaucoup moins drôle que le sujet d'aujourd'hui, mais comme on parle beaucoup de Turquie en ce moment avec le président surtout, je pense que ce sera la semaine prochaine, ce sera lundi prochain, même heure, même endroit. Voilà, je vous remercie. Alors, nous avions tout à l'heure, on a tout vérifié, le micro marchait. Ah, je crois que ça marche. Voilà. Il y avait un faux contact, voilà. Très bien, c'est parfait. On peut démarrer. Enfin, Jean-François peut-être, oui. Avant de présenter Jérôme Berkami, juste une information préalable qui concerne l'atelier patrimoine local. Vous entendez bien? C'est pas assez fort? C'est mieux là? Bien, voilà. Donc je voulais juste vous dire que l'atelier patrimoine local, qui a déjà eu une session qui s'est terminée, va recommencer fin mars. Le thème de ce cycle de 4 séances, 4 matinées, sera l'influence de l'économie du lin sur le pays d'Oudéac. Nous visiterons les communes qui ont été les plus impactées, c'est-à-dire Le Quillot, Le Quillot, Saint-Élo, Uzel. Et pour compléter ce cycle, nous visiterons aussi Mur de Bretagne, qui n'est pas directement concerné par l'économie du lin, mais où il y a également des choses intéressantes à voir. Donc ce cycle va coûter 40 € aux inscrits. Nous pouvons en prendre un maximum de 20. Les inscriptions sont ouvertes, donc vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous passez voir le secrétariat, Monique et Jacqueline au fond de la salle, et vous annoncez votre intérêt éventuel pour cette inscription. Voilà pour ce sujet. Donc maintenant, nous pouvons passer à la conférence. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ici Jérôme Berkami. Bonjour. Comme son nom ne l'indique pas, il est breton. Une partie au moins. Ouais. Il a une mère originaire de Landivisio et un père italien, d'où le nom Berkami, qui n'est pas typiquement breton.
de Bergame. Voilà. Alors, Jérôme Bergami et son épouse Sabina ont réalisé il y a moins de 2 ans. Ils sont rentrés il y a Le 2 20 ans. juin 2016, nous rentrions en Bretagne. Voilà. Donc de 2014 à 2016, ils ont réalisé un voyage extraordinaire à pied de Venise jusqu'à la frontière chinoise. 6000 km en 2 ans. Entièrement à pied, en Faites pas la autonomie. moyenne, c'est pas si terrible que ça si vous calculez sur 2 ans. Oui, mais il y a des arrêts. dans Ah, le il y a parcours. des arrêts, c'est pas tous les Ouais, jours. ouais. Non, 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 non. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même un voyage extraordinaire. C'est Ça a été, une, ouais. évidemment, ça a un côté sportif, mais l'objectif n'est pas sportif. Il était plutôt culturel, il était sociologique, Ouais, exact. il était ethnographique, il était Littéraire. géographique, littéraire, culturel. L'objectif étant de rencontrer des gens, des habitants, des peuples, des pays traversés, de faire leur connaissance et de montrer qu'on peut fonctionner ensemble, On occidentaux savait pas de trop pays riches ce que ça allait donner. et gens de pays plus pauvres avec des cultures très différentes. Donc en fait, votre objectif principal à vous et à Sabina, c'était la rencontre, Mais je vais en dire un mot. juste la découverte des Ouais, peuples. Donc Bien sûr. voilà. Donc C'était peut-être un des aspects, mais un aspect important. Effectivement, la rencontre à pied. À pied. plus l'organisation d'échanges, de partenariats avec les établissements scolaires, etc. C'est vrai. La construction d'un réseau pérenne, si possible. Voilà, donc nous sommes prêts à voyager de Venise Jusqu'en Chine. jusqu'en Chine. On sera bloqué à la frontière Voilà, chinoise. voilà. Ah, ça c'est le gouvernement chinois qui nous a pas laissé passer. Ouais, je- Donc on a tout dit, on écoute, la balle est dans ton camp. et- Ok, merci Jean-François. Merci. Écoutez, tout d'abord, même si le mois de janvier s'est achevé, je vous souhaite une bonne année à vous tous et à vous toutes, une année de santé, d'accomplissement, c'est important de le dire. Je veux remercier aussi Jean-François, Monsieur Pellicard, qui est ici, donc qui m'a présenté, qui m'a invité à participer à cette rencontre avec vous. Et puis à Liliane et à Rémi, pardon, avec qui j'ai déjeuné à midi, là, et voilà, avec qui j'ai sympathisé. Donc merci à vous de m'inviter aujourd'hui et d'être parmi vous. Mon épouse Sabina n'est pas là. Alors non pas qu'elle n'en soit jamais sortie de cette histoire, non. Elle est revenue, mais Sabina a repris ses études, elle commence un stage à Brest aujourd'hui même, donc elle n'était pas avec moi. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on organise des rencontres publiques, des conférences, c'est vrai, et quand elle peut, elle vient. Et puis sinon, c'est moi qui continue là à faire aussi vivre la Terre en marche. Alors, on est là pour un bon petit bout de temps. C'est pour ça qu'on vous a demandé si vous aviez pris effectivement vos sacs de couchage, vos bâtons, vos chaussures, parce qu'on va tous partir au bout d'un moment, hein, sur la route, en marche. En marche, d'ailleurs, je le précise, vous n'assistez pas à un meeting de soutien à la République en marche, ça n'a rien à voir. Je le précise parce que j'ai toujours cette remarque ou cette observation. Donc la Terre en marche est née avant la République en marche. Hein. C'était au mois de novembre 2013 que nous avons créé l'association. Ce que je vous propose pendant tout le temps qu'on va partager ensemble, c'est déjà de me présenter en quelques mots. Hein. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est important de savoir d'où viennent les gens, effectivement. Me présenter et présenter mon épouse. Et puis, dans les grandes lignes, vous expliquer aussi ce qu'est la Terre en marche exactement. Je dis dans les grandes lignes parce qu'après, je vous propose de projeter un reportage qui va durer 10 minutes, qui nous a été consacré en Géorgie le premier hiver 2015. La Géorgie est ce petit pays du Caucase, ici, après la Turquie. Janvier 2015, la télévision nous consacre un reportage. Donc, je vais vous le diffuser, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas parler géorgien pour le comprendre. C'est en français, sous-titré en géorgien. Alors, ce reportage explique bien pourquoi et comment nous avons décidé de partir à la rencontre des hommes, des femmes et des enfants de cette planète le long de 2 routes millénaires. Je vous en dirai plus. Et puis, quand ça sera plus clair pour vous, aussi, je vais vous inviter à prendre la parole. Ce n'est pas une conférence statique. C'est une conférence en marche, justement. Voilà. Vous allez prendre la parole, me poser des questions.
questions, émettre des observations, des réflexions, et puis je vais illustrer mes propos par des vidéos filmées sur la route, pour vous montrer aussi la réalité de cette marche, le quotidien, les difficultés, les joies, les rencontres, etc. Et je pense qu'on va aborder là de nombreux domaines, de nombreux sujets, parce que voilà, la Terre en marche, si vous voulez, avant de m'engager dans la Terre en marche, j'ai dit que j'allais me présenter. Donc, je m'appelle Jérôme Bergami, j'ai 43 ans. Je suis écrivain et président de l'association La Terre en marche. Je suis donc d'origine bretonne par ma maman, de l'Andivisio, toute ma famille est léonarde, et par mon papa d'Italie, de Pologne. Je suis né en banlieue parisienne, et je suis venu vivre en Bretagne quand j'avais 19 ans pour travailler sur l'œuvre d'un écrivain qui m'a donné en fait l'envie d'écrire dans ma vie et de faire de ma vie l'œuvre d'écriture, c'est Xavier Graal. J'ai vu que vous aviez à l'Oudéac un lycée et collège Xavier Graal en arrivant, justement. Donc voilà, ça c'est la personne qui m'a donné envie d'écrire au contact des gens sur la route. Ce qui fait que depuis 15 ans, j'ai commencé à écrire une œuvre qui est là pour témoigner d'un état du monde, d'un état des sociétés, d'un état des hommes et d'un itinéraire personnel. Alors, depuis l'Europe de l'Est, où j'ai rencontré Sabina en 2004, en passant par l'Égypte, la Guyane française, la Mongolie, la Chine, la Russie, l'Inde, le Bangladesh, énormément de voyages, avec 3 questions peut-être, le lien à notre semblable, le lien à notre identité et le lien à la Terre. Voilà les 3 questions qui traversent tous mes livres et qui ont fait qu'en 2014, nous étions prêts à partir rencontrer les hommes, et cette fois-ci à pied. Le livre que je vous présente ici, et j'essaierai peut-être de le faire vivre pendant la conférence, qui représente 2 ans d'écriture, est une forme d'aboutissement d'un travail de réflexion sur la manière dont nous vivons ensemble dans le monde et les enjeux aussi actuels en France et en Europe. Je bois juste une petite goutte. Ensuite, Sabina, mon épouse. Elle a 38 ans. Elle est traductrice de formation. Vous allez la voir, on va la faire vivre pendant la conférence. Elle est traductrice de formation. Elle est native de Transylvanie, en Roumanie. Alors c'est ici. La Transylvanie est cette très grande région qui épouse à peu près l'arc des Carpates et qui remonte par là. Donc Sabina, elle vient du centre-nord de la Roumanie. Je l'ai rencontrée quand j'allais en 2004 écrire un premier livre qui s'appelle « J'aimerais tant rebrousser chemin » sur un écrivain et philosophe roumain, Émile Cioran. Nous sommes mariés depuis 11 ans. Et Sabina, ça fait 10 ans qu'elle rentre dans cette vie de déménagements successifs, de pays à visiter, de livres à écrire par son mari et parfois qui en a ras-le-bol. Et en 2014, malgré tout, après 11 ans de mariage, nous créons ensemble la Terre en marche avec le même désir d'aventure, c'est clair, mais en même temps le même geste à avoir vis-à-vis des hommes, des femmes et des enfants. Et aujourd'hui, nous sommes papa et maman d'une petite fille de 8 mois. Voilà. La Terre en marche, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas réduire cette aventure à un seul aspect. Donc je suis obligé de vous présenter la diversité de ces aspects. C'est vrai que c'est un défi sportif. C'est un peu plus de 6000 km à pied pendant 2 ans. Le long de 2 routes millénaires, la Via Egnatia et la route de la soie. On en reparlera, je ne rentre pas dans les détails. Ce sont 2 routes qui se succèdent depuis l'Italie jusqu'en Chine. Via Egnatia et route de la soie. 2 routes commerciales et militaires qui ont plus de 2000 ans. C'est en même temps, c'est vrai, une découverte historique, géographique, linguistique, culinaire, culturelle dans le grand sens du terme, du 20 juin 2014 au 3 juin 2016. C'est en même temps une action pédagogique, parce que nous avons créé un réseau d'échange et d'amitié à travers 21 établissements scolaires. Nous avons organisé des réunions publiques avec les élèves et les adultes. Et puis, c'est aussi, et ça je ne peux pas ne pas le dire, parce que c'est le cœur du voyage, une tentative personnelle d'abord de répondre à des enjeux économiques, écologiques et culturels qui traversent notre pays, et qui traversent les pays d'Europe, et d'autres pays du monde. Tous ces enjeux et ces conflits qui font que, un jour,
Nous ne pouvons plus accepter ou supporter le fait de vivre dans une marchandisation constante des rapports humains, dans des problèmes identitaires et culturels qui font que on sent ce malaise planer sur la société française. Moi, c'est pour ça que je suis parti. Véritablement, je ne vais pas vous dire que je suis parti pour 2 ans de vacances. Non. Je voulais vraiment apporter une réponse à des hommes, des femmes et des enfants et avoir un jour dans ma vie un geste, un seul geste. Ce geste-là, avec ces bourses, vous allez comprendre tout ça bien mieux quand vous aurez vu le reportage. Nous avons organisé pendant 2 ans des réunions, des cérémonies de partage de la terre. Dans ces bourses, il y avait de la terre des 5 continents avant de partir. Nous avons offert la terre du monde aux hommes, aux femmes et aux enfants. Eux nous ont offert la terre de leur pays. Tout simplement en signe de paix entre hommes de même nature, en signe de respect entre nos cultures. C'était capital de le dire et de le répéter pendant 2 ans. Imaginez-vous bien que ce geste paraissait utopique, idéaliste, tout ce que vous voulez, quand la Syrie était à feu et à sang, l'Irak était en guerre, les conflits sont incessants en Arménie, en Géorgie, que nous traversions la Turquie qui était en train de sombrer. Enfin, un geste décalé, mais qui a eu un sens et un écho extraordinaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous en parler. Voilà. Je n'en dis pas plus pour l'instant, parce qu'après, on va vraiment aborder tous les sujets. Je commence par vous diffuser ce reportage. Janvier 2015, donc les chiffres qui sont annoncés en termes de kilomètres par exemple, hein, c'est pas 6000, vous allez voir c'est 2000 kilomètres, et vous allez découvrir un très bel alphabet qui est l'alphabet géorgien, qui date du 4e siècle après Jésus-Christ et qui est en grande forme. Nous avons débuté une grande marche au mois de juin l'année dernière. Nous sommes partis de Venise, de la ville de Venise, à pied, pour rejoindre la Chine. Donc c'est une grande marche qui doit durer 2 ans environ. Nous avons créé notre association l'année dernière en France. Cette association s'appelle La Terre en Marche. En géorgien, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes partis avec de la terre du monde entier, de la terre des 5 continents, et nous allons de pays en pays, d'école en école, partager cette terre contre la terre de chaque pays. On va procéder à l'échange maintenant de la terre géorgienne avec la terre du monde entier. Là, nous mélangeons la terre de Géorgie avec le monde entier. Merci. Là, nous avons la terre de Géorgie avec nous pour tout notre voyage. Nous allons vous donner de la terre du monde entier qui restera avec vous dans l'école. Des amis, ça. Voilà les bourses dans lesquelles nous avons de la terre des 5 continents. Et maintenant, nous avons de la terre d'Italie, d'Albanie, de Grèce, de Turquie et de Géorgie. C'est un signe que nous voulons transmettre, un signe de paix entre les hommes et un signe de respect entre les cultures. Parce que l'idée d'un monde uniformisé, où il n'y aurait qu'une seule culture dominante, une seule langue dominante, ce n'est pas du tout ma conception. Je suis justement très attaché à cette diversité entre les peuples. Si moi je vais vers les autres, c'est en apportant ce que je suis moi. Et c'est comme ça que l'autre me reçoit. Et c'est comme ça que c'est intéressant la rencontre. L'idée de partir 2 ans à pied n'est pas venue subitement. C'est le résultat d'un long mûrissement qui s'est fait. Un sentiment d'insatisfaction, de voir la société, comment elle fonctionne, un sentiment de colère presque. Et l'envie de rappeler aux hommes l'importance de la rencontre, l'importance du partage. Ça c'est essentiel parce que dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde a peur. Et je pense que les gens ont oublié l'approche humaine.
Ils ont oublié ce que c'est vraiment l'ouverture vers l'autre. La preuve qu'on passe tout par Internet aujourd'hui. On a oublié d'être amis. Vraiment, nous rencontrons un groupe entre amis, on est devant les ordinateurs, devant les téléphones. Donc, nous avons choisi un itinéraire symbolique. Venise, c'est pas innocent, c'est la ville de Marco Polo, le marchand vénitien qui est parti au XIIIe siècle jusqu'en Chine. C'est le symbole marchand qui nous intéressait. Et nous avons décidé de suivre les deux plus anciennes routes commerciales organisées au monde. La Via Egnatia, qui relie Durrës en Albanie jusqu'à Istanbul, jusqu'à Constantinople. Et la route de la soie de Constantinople jusqu'en Chine. Par notre action, nous voulons transformer symboliquement l'axe marchand en axe de partage. Voilà donc le sens de cet itinéraire. Donc on a traversé 4 pays, nous avons fait 2000 km à pied jusqu'à maintenant. Pas un seul moyen de transport, en marchant presque tous les jours. Notre idée, c'est d'aller demander le logement, ou alors en tout cas un endroit dans le jardin ou dans les parcs. Nous avons notre tente, et pour effectivement être le plus proche des gens. Moi j'écris des livres, des récits de voyage que nous éditons, que nous publions par le biais de l'association depuis peu de temps. C'est pour ça que je le dis, nous lançons la collection Récits de voyage. Donc trouver le sens du voyage, c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps. On peut partir, mais avec toujours une insatisfaction. Là, j'ai vraiment l'impression que nous avons trouvé le vrai sens du voyage, le sens profond de la rencontre. C'est extraordinaire à Crete, parce que les gens ont sur vous un regard qui n'est plus du tout celui du touriste. On ne vous perçoit plus comme un touriste, on vous perçoit comme un pèlerin, comme quelqu'un qui porte quelque chose à dire. Et c'est vrai. Là, la rencontre se fait de manière vraiment humaine. Ça change tout. Et nous avons un projet qui est vraiment lié à l'association, qui est un projet presque éducatif, c'est-à-dire que dans chaque pays où nous arrêtons dans une école, s'adresser particulièrement aux enfants, pas seulement aux enfants, mais avant tout aux enfants. On essaye de les sensibiliser à travers ce geste à différents domaines. On leur parle d'écologie, bien sûr. La terre est ce symbole, la terre est celle qui nous nourrit tous. On est en train d'assassiner notre planète, on leur rappelle l'importance de la terre-mère. Il y a cet aspect écologique qui est très fort. Mais pas seulement, il y a vraiment l'aspect symbolique qui est celui du respect entre les cultures. Il y a un aspect également presque spirituel, notre rapport à la terre-mère. Comment aimer de nouveau notre planète, quel lien retisser avec elle pour avoir envie de la protéger. Moi, ce que je dis aux enfants, ce que je voudrais faire passer à chaque fois auprès des enfants, c'est aussi justement ne pas avoir peur, le goût du voyage, le goût de la rencontre, le goût de la découverte de sa planète. Toutes ces écoles entre elles, de créer un réseau d'échange et d'amitié entre les enfants. Donc à chaque fois que nous nous arrêtons dans une école,
nous mettons les professeurs en relation et à eux ensuite librement de développer les projets qu'ils souhaitent. Combien de langues parlez-vous? Au fur et à mesure du voyage ou des voyages, nous pratiquons un petit peu la langue de chaque pays. Mais après, c'est difficile de s'en souvenir parce que les langues s'enchaînent les unes avec les autres. Mais des langues, Sabina parle très bien anglais, français, roumain. Et puis moi, je me débrouille en anglais, en roumain, en langue bretonne. Vous pouvez me dire une petite poésie en breton? Mintina breed, on bet maiunan. Kishen chapelik, Sant Michael. Vardro, afrumen, astankegin, prenestarbet. Je vais vous traduire. Ce matin, je suis allé seul près de la chapelle Saint-Michel. C'est un endroit qu'en Bretagne on aime beaucoup. C'est un endroit presque sacré, en haut des montagnes, des basses montagnes, mais on les appelle les montagnes. Et tout autour de moi, la brume formait comme une fenêtre sur le monde. Voilà, je vais couper maintenant, vous inquiétez pas, c'est normal, je coupe. Voilà, il restait 3 minutes de ce reportage, mais ce ne sont pas les 3 minutes les plus intéressantes. Je vais remettre l'itinéraire pour bien que vous l'ayez en tête. Voilà. Je vais peut-être aussi faire circuler justement cet itinéraire dans le public. Ça vous donnera peut-être une idée un peu plus claire. Tenez, madame. Voilà. Donc, je reviens, avant d'avoir ce dialogue avec vous, je reviens simplement sur ces bourses en cuir que vous voyez. Ça a vraiment été le moteur de notre marche. Je vous l'ai dit, des amis nous ont envoyé un peu de terre d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Australie et d'Asie avant notre départ pour représenter le monde entier. Et voilà le geste que nous avons eu. Je t'offre la terre du monde, offre-moi la terre de ton pays. Le long de 2 routes millénaires qui existent toujours, qu'on n'emprunte plus à pied forcément. La Via Egnatia, qui date de l'Empire romain, qui partait d'Italie, soit par voie de mer, soit par voie de terre, et qui rejoignait Istanbul. Une route commerciale et militaire. Et ensuite, la route de la soie, qui partait ou qui arrivait à Istanbul, selon le sens dans lequel on la prenait, et qui, par un faisceau de routes, parce qu'il existe plusieurs routes de la soie, il n'y en a pas qu'une, rejoignait la Chine et qui allait beaucoup plus loin encore, 3000 km après. Donc voilà 2 routes commerciales que nous voulions transformer symboliquement en routes de rencontres et de partage. Oui. C'est une petite musique orientale que j'ai ajoutée sur mon... Mais ça passe pas très bien. Ah voilà, c'est parfait. Merci Jean-François. Voilà. Donc maintenant, est-ce que vous avez une question à poser sur cette aventure, une réflexion, une observation? On peut commencer comme ça, sur n'importe quel sujet. Si vous me faites le goût qu'il n'y en a pas eu, sur 250 personnes... Alors, monsieur me demande si nous n'avons jamais eu peur. Alors, la peur, elle a troué. Est-ce qu'on a eu peur? Est-ce qu'on a eu la trouée? C'est arrivé, bien sûr. Mais ce n'est pas arrivé avec les hommes. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que nous n'avons jamais été agressés, nous n'avons jamais été volés, détroussés, tout ce que vous voulez. Nous avons eu peur, mais alors là, il faut que je vous en parle, même s'il y a des gens ici qui souhaitent partir, à pied peut-être, hein, il faut savoir que les chiens sont partout, et la grande peur que nous avons eue, en fait, ce sont les attaques de chiens. Alors vous posez une question, je ne peux pas démarrer par illustrer par une vidéo, je n'ai pas filmé d'attaque de chiens, hélas. Mais nous avons été en Turquie, toute la Turquie, et la Grèce, attaqués par des chiens quotidiennement. Quotidiennement, soit des chiens sauvages, soit des chiens de berger, soit des chiens de ferme. Il y en a partout. Donc, aux abords des villes, à l'entrée, à la sortie, dans ces zones industrielles un peu abandonnées, voilà. Et ça, c'était devenu obsessionnel. D'où ces bâtons que vous voyez. Ces bâtons, je vous les ai apportés parce que
ils nous ont suivis comme notre ombre, et ils sont devenus des complices de notre aventure. On était partis naïvement sans bâton. On a traversé une partie de l'Italie, ma foi, c'était tranquille, hein, la Riviera italienne, il n'y a que des gens sur des transats qui font bronzette, des Russes, des Anglais, d'ailleurs il n'y a pas d'Italiens. Ensuite, nous avons traversé l'Albanie. Et moi, j'étais allé en Albanie en 2005 déjà, et j'avais un très bon souvenir de ce pays. Je m'étais dit, à pied, ça va être génial. Allons-y, traversons l'Albanie. Pas d'attaque de chiens, rien. Et en Grèce, ça a commencé à se gâter. Dans le nord de la Grèce, la Macédoine. Et puis en Turquie, ça n'a fait qu'empirer, en fait. Peut-être que vous avez lu un livre de Bernard Olivier, La Longue Marche. Et je ne voulais pas le lire d'ailleurs avant de partir parce qu'il parle de la Turquie, des attaques de chiens. Et ça se vérifie. Ça a été vraiment très très difficile. Je ne m'étais jamais battu contre des chiens en fait. Mais là, on a dû effectivement se défendre, vraiment. Par contre, l'espoir qu'il y a, c'est qu'on n'a pas été attaqué par des hommes. Ça c'est incroyable. Je trouve ça incroyable qu'on puisse encore partir 2 ans, serrer des milliers de mains et revenir vivant. Non mais sans blague, ça c'est comme quand on va vers les jeunes, on leur dit, n'ayez pas peur, allez-y, c'est possible. Donc voilà, pour répondre à votre question, là je ne peux pas projeter une vidéo d'attaque de chien, mais pour la peur, mais on y reviendra peut-être pour les craintes, il y a d'autres formes de craintes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Jean-François. Vous avez contacté des écoles. Oui. Est-ce que vous aviez préparé auparavant comment vous y êtes pris pour ces contacts-là? Alors, madame, comment nous y sommes pris pour les contacts avec les écoles? En fait, nous avions l'intention, effectivement, de nous adresser aux enfants et de s'arrêter dans les lieux où se bâtit l'éducation, où se bâtit l'avenir de ces pays. Et donc le nôtre également. Nous avions un seul contact au départ, une école en Albanie, à Tirana, ici. C'est la seule école avec laquelle nous avions pris contact depuis Toulouse, parce qu'à ce moment-là nous habitions à Toulouse et à ce moment-là nous étions aides-soignants. C'est comme ça que nous avons financé notre projet. Et en tant qu'aide-soignant, figurez-vous que je suis intervenu dans une congrégation de bonnes sœurs. Alors ça peut surprendre. Donc j'allais faire la toilette aux bonnes sœurs, et ces bonnes sœurs, écoutant mon projet, m'ont dit « Jérôme, contacte les sœurs Saint-Jeanne de l'Estonac en Albanie. Elles ont une école qui s'appelle l'école Hilbert, qui veut dire arc-en-ciel en albanais. Elles seront ravies de vous accueillir pour une cérémonie de partage de la terre. » Voilà comment ça a commencé. Ensuite, avec les écoles, ça n'a été que au fil des jours, au gré des rencontres, avec des professeurs sur la route, des instituteurs, quand on s'arrêtait dans des villages, etc. Tout s'est fait au fur et à mesure. Et nous nous arrêtions dans des écoles francophones, essentiellement, pour valoriser la culture française et la langue française. Et vous voyez aussi la culture bretonne, puisque j'en parle. Mais, pour moi, c'était capital d'avoir aussi, d'être le vecteur de la culture française, sans vanité, mais de représenter, parce que quand on va à l'étranger, on représente malgré tout son pays, que vous le vouliez ou non. Donc il fallait, pour moi, voilà, donner comment dire, voir déjà si les gens étaient réceptifs, si les gens étaient encore amoureux de la France à l'international, si on s'intéressait à notre culture, et moi la valoriser. Pour Sabina aussi, ma femme est roumaine, mais elle est franco-roumaine d'ailleurs, mais c'est une amoureuse de la France. Pour elle, elle était vraiment ravie de partager sa culture française aussi. Et la culture roumaine en même temps, parce que vous allez voir que tout le bassin de la mer Noire, ici, a des points communs. Des points communs dans la langue, linguistiquement. Sabina comprenait mieux les choses que moi, parce que le turc a laissé une empreinte très forte sur la culture roumaine, et dans le vocabulaire, et dans la cuisine. Alors, pour les écoles, voilà, 21 établissements, 15 ou 16 de langue française, le reste de langue anglaise. Je vous diffuserai après, pas maintenant, mais une cérémonie de partage en Iran, dans une école de jeunes filles, pour vous montrer vraiment la charge émotionnelle que ça pouvait avoir. Dans des pays qui vivent dans des conditions difficiles. L'Iran est un pays sous embargo depuis plus de 20 ans, hein, donc hors du champ commercial et bancaire international. Alors quand on vous voit arriver à pied avec ce geste, ces boucles en cuir, ça a du sens. Voilà pour les écoles. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question?
Oui? Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame? Comment affronter le mauvais temps? Ah, je vais pouvoir, hop, vous envoyer une vidéo, vous allez voir Sabina, en plein effort. Vous allez voir comment on affrontait le mauvais temps parfois. Après, je répondrai aussi un petit peu plus, mais on va voir quand même, parce qu'il faut bien que Sabina soit avec nous. Alors, attendez. Sabina. Là, vous voyez les titres seulement. Marche sous la neige. Ça, c'est peut-être pas mal, ça. Ah, voilà Sabina. Alors, ce matin-là, il ne fallait pas la chatouiller. Elle vous mordait. Hein. Vous entendez? On s'en sort, voilà ce que je dis. Il a neigé cette nuit. Alors là, aucune envie de se lever un matin pareil, c'est sûr. D'ailleurs, les gens ne comprenaient pas pourquoi on marchait et pourquoi on ne restait pas dans le village où on avait dormi. Alors, on essaye de rejoindre la ville de Yozgat. Je vous montrerai où ça se trouve. C'est pas la joie, c'est ce que je dis. Sabina, en fait, avait les larmes aux yeux ce matin-là. Là, elle est en train de pleurer, vous ne la voyez pas, mais la bâche que vous voyez, en fait, j'ai oublié quelques jours avant pantalon de kawaii et mon kawaii. Donc, je n'avais plus rien et j'ai découpé de la bâche chez un quincaillier à qui j'ai acheté de la bâche en plastique bleu. Ridicule. Et voilà. Alors, le climat, le temps. Vous voyez, mais en arrivant tout à l'heure sur l'Oudéac, c'était comme ça. Hein. Avant, à Carhaix, vers Carhaix, j'ai traversé ça, ça m'a rappelé l'Anatolie centrale. Je me suis dit, vache, on marchait par ce temps-là. Oui. Il a neigé tout à l'heure, vers midi. Ouais, j'étais 11h. Ankara, Yozgat. On est à peu près ici, nous sommes en mars 2015. Donc, début du printemps, il neige encore. Toute la zone que vous voyez ici, c'est l'Anatolie centrale, ce sont des hauts plateaux d'altitude. On est entre 1500 et 2500 mètres, quasiment tout le temps, mais c'est très venteux et c'est froid, c'est encore neigeux à cette époque-là. Cette zone-là a été peut-être la plus difficile à traverser pour nous, parce que les villages étaient très espacés et qu'il fallait être autonome avec la nourriture. Donc porter la nourriture en plus, bien sûr, l'eau, le pain, les soupes, le fromage, les conserves. Les vêtements étaient lourds aussi, il y a une polaire en dessous, il y a le bonnet, il y a les gants, etc. Donc, en fait, je pense que nous avons commencé à croire que nous pouvions atteindre la Chine à pied, que c'était jouable, quand nous sommes sortis d'Anatolie centrale. Nous avions échappé aux attaques de chiens, on ne s'était pas fait mordre une seule fois, et parfois limite. Et puis, on avait réussi à traverser toute cette zone montagneuse qui n'en finissait plus. D'est en ouest, la Turquie, c'était 1840 km. On n'en voyait plus la fin, en fait. On pensait qu'on ne sortirait jamais de la Turquie. Et, je vous ai dit en plus, avec les conflits, le Kurdistan qui commençait à s'embraser, avec des attentats aussi à Istanbul. Et nous remontions cette zone-là. Donc, c'était une période très difficile pour nous. Et il y avait des jours comme ça, où il fallait marcher, parce qu'il fallait rejoindre notre village. Alors, vous avez les gens qui passent en voiture et qui vous disent tous en turc, gel, viens, monte, viens, chai, le thé. Mais nous, on leur disait, non, on continue, on prendra le thé dans 1 heure avec vous, on fait 5 km encore, on s'arrêtait à peu près tous les 5 km, toutes les heures, on faisait du 5 km/h en fait, voilà. Alors, pour le climat, pour les saisons, là, vous nous avez vu sous la neige, mais il y a eu des moments aussi très chauds, en Arménie, en Iran bien sûr, puisqu'on est arrivé en Iran à la mi-août. Alors vous imaginez, je pensais même qu'on ne pouvait pas marcher en Iran à la mi-août, je ne connaissais rien de l'Iran. Mais c'est vrai qu'il faisait plus de 40 degrés là, quand on y était, c'était très chaud. Par contre, on a l'ennemi, je crois l'ennemi numéro 1, c'est le vent.
c'est vraiment le vent quand on marche. Plus que le soleil ou la neige, c'est quand on a 5 ou 6 heures de vent dans la figure. Ça, c'est insupportable. Vous allez voir, je peux vous passer cette vidéo. Alors, heureusement, justement, le son est bon parce que là ça souffle aussi. Ça, cette fois-ci, c'est plutôt moi qui suis ascension grand vent. Alors, toujours en Turquie, il faut rejoindre absolument la Sabina titube tellement il y a de vent. C'est le premier col qu'on devait franchir en Turquie. Toujours avec cette page bleue qui ne me sert à rien. Et l'objectif, c'est d'atteindre la maison que vous voyez au fond, qui est une maison d'ouvriers, pour pouvoir y dormir, demander une douche et un lit. Alors vous allez voir aussi le sac par-dessus, là, parce que là, je porte beaucoup, là, trop. Là, la saison, alors il y a ce gros sac vert, bien sûr, il y a 13 ou 14 kilos. Devant, vous voyez, enfin, je ne suis pas enceinte, hein, j'ai un sac de 3 kilos. Dedans, il y a de la nourriture, il y a le réchaud à compression d'essence. Là, on était cuit, hein, parce qu'avant, il y a presque 20 km de montée. Hein. La pompe que vous voyez, c'est l'eau. Essayez d'avoir toujours 1,5 litre avec vous, c'est pas toujours facile, mais bon. Alors vous allez voir, on n'est pas très haut. C'est 2190 le col. Mais ça souffle pendant 3 jours, comme ça, en pleine figure. Voilà, Rakım en turc, c'est l'altitude, 2190. On en est là. Mais là, on est content, on est heureux. Alors ce soir-là, nous allons dormir effectivement dans la maison au fond que vous avez vue, là, la maison des ouvriers. Des ouvriers à qui on va devoir expliquer pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils nous arrivent, ils nous voient arriver, mais comme des hallucinés, donc ils se demandent pourquoi vous êtes sur la route, pourquoi... Et là, on leur raconte vraiment en turc. En turc. C'est ça aussi la beauté de cet itinéraire-là, c'est quand on voyage comme ça, c'est d'apprendre toutes les langues. Parce que dans toutes les langues, vous abordez l'histoire des gens, vous abordez l'histoire des pays, et puis vous créez un lien tellement plus amical tout de suite. Donc ça, on se faisait un point d'honneur aussi à apprendre la langue de tous les pays traversés. Alors parfois, on n'avait pas beaucoup de temps. L'Arménie, ici, en 3 semaines, s'imprégner d'arménien, c'est pas facile, c'est une langue qui est assez difficile d'ailleurs. Mais la Turquie, là on avait eu le temps, presque 4 mois à pied pour traverser la Turquie. Donc on était capable vraiment d'expliquer ce qu'on faisait, qui on était en turc. Il y a d'autres pays, je vous en parlerai après, il y a le russe aussi. Il y a 2 langues qu'on a vraiment bien pratiquées, c'est le turc et le russe. Voilà, parce que le russe, on a pris des leçons le 2e hiver, à Bishkek, ici, la capitale du Kyrgyzstan, et on a pu parler en russe avec les gens au Tadjikistan et au Kyrgyzstan quand on y retournait, parce que c'est la seconde langue du pays, hein. Ce sont d'anciennes républiques soviétiques. Je vais vous montrer, justement, en parlant des langues et des rencontres, avec des bergers. Une parmi des dizaines de rencontres avec des bergers turcs. Et eux veulent savoir ce qu'on fait là. Alors tous les jours, il fallait expliquer, effectivement, pourquoi on était sur la route. Alors, avec les Turcs, là, c'était sympa. Là, il faut mettre un peu plus fort, peut-être. Hein. Vous n'entendez pas? Non, on n'entend pas. Jean-François. Oui, mais si, il faut écouter, même si vous ne comprenez pas, imprégnez-vous de la langue, je vais vous traduire. Il faut écouter un peu, ouais. Attendez, je la reprends. Toprak var, un peu plus fort. Ouais.
Genre, on organise des rencontres avec les gens. Güzel, c'est beau, c'est beau. 7000 km à pied, j'exagère un peu. Il faut impressionner. Bella Yaya, seulement à pied. Seulement à pied. Denis, car Denis, c'est la mer Noire. Yolibekulu, la route de la soie. Alors je lui dis non, maintenant on va en Géorgie et repos. Nous avons des amis. Après, Arménie, Iran. Alors lui veut me piquer mon bateau en fait. Il dit hediye, cadeau. Alors je lui dis il est beau ton bateau, mais moi c'est un cadeau. Bayan, c'est une femme grecque qui me l'a offert de lui. Je suis prêt à vendre celui de ma femme, Sabina, Choban Turk, c'est un bâton de berger. Alors ça c'est marrant, vous allez voir, parce que ces bâtons, ils ont aussi leur histoire. On remet l'itinéraire, voilà. Donc, vous avez entendu la langue turque un peu là, vous entendrez du russe après. Et puis ce berger là qui veut me prendre mon bâton. Ces bâtons, je vous ai dit on est parti sans. Hein. Celui-là m'a été offert par une femme dans un village en Grèce, un village de Macédoine. Nous arrivons un soir dans ce petit village et à notre surprise, on commence à discuter avec cette femme qui nous répond dans une langue que ma femme comprend. Donc pas en grec. Une sorte de roumain. Et on apprend effectivement que les villages que nous traversons actuellement sont des villages de langue roumaine. Ce sont des villages valaques. Voilà comment on apprend les choses. C'est magnifique. En Grèce du Nord, il existe une population romanophone depuis au moins 200 ans qui s'est installée à la frontière de la Macédoine, ici. Donc vous pouvez parler roumain et venir ici parler roumain. Et le roumain que l'on parle ici, c'est un peu l'équivalent du québécois pour les Français. Il y a des vieilles tournures qui n'ont pas beaucoup changé, etc. Et cette femme m'offre ce bâton qui est une glitsa. Tout ça, un bâton traditionnel de montagne avec un petit pommeau ouvragé. Le bâton de Sabina, il a une autre histoire. Sabina avait ramassé un bâton dans la forêt en Grèce pour se défendre des chiens. Et puis, nous franchissons la frontière, nous arrivons en Turquie, on décide de quitter la route et de passer par la route des villages. Alors là, on a vite compris notre malheur aussi, parce qu'au bout de 3 jours, on a repris l'axe central tellement il y avait d'attaques de chiens. Donc c'était pas la peine. Mais entre-temps, un berger nous voit arriver, il prend le bâton de Sabina et il lui casse sous le nez. Oh, alors on s'est dit, mince, l'accueil des Turcs, il n'est pas sympa. Et finalement, ce berger offre son bâton à Sabina. Alors voilà, c'est un bâton vraiment très rustique, hein, il n'est pas travaillé, mais c'est en bois d'amandier, il est extrêmement solide. Et en fait, ils nous ont pas quittés. Voilà, on les a gardés tout le long de notre route, on les a parfois égarés, on est toujours reparti les chercher, ces bâtons. Et celui-là est amusant parce que vous voyez son pommeau ouvragé, et souvent, les gens dans les pays musulmans qu'on traversait le regardaient un peu curieusement. Et moi, je me demandais toujours, je me suis dit, putain, ils sont en train de penser que je viens évangéliser le pays. Parce qu'on dirait un bâton, on dirait une crosse d'évêque, un peu. Non mais, et souvent, je voyais, en Iran, par exemple, tout le monde regardait mon bâton comme ça. Et c'était la période des pèlerinages en lieu saint. Et je me disais, ça va être mal pris. Bon, finalement, on n'a jamais eu de réflexion, vraiment. On nous offrait même beaucoup du pain. Les gens nous apportaient du pain sur la route parce qu'ils pensaient que nous étions 2 pèlerins qui nous rendions dans la ville de Mashhad, qui est ici, où repose une figure sainte du chiisme, hein, des musulmans chiites, et nous allions effectivement dans cette direction. Alors on était pris pour de véritables pèlerins musulmans. Voilà. Bon, il faut que je vous demande si vous avez des questions aussi à me poser, parce que sinon, je parle... Oui, madame. Ah, le nombre de chaussures. Alors, le nombre de chaussures, c'est très simple, 4 paires. C'est-à-dire 1500 km la paire, en gros. Hein. On est parti avec une paire, donc depuis Venise. Nous avons racheté une paire à Istanbul.
Ici, alors je ne vous conseille pas le Décathlon d'Istanbul, très mauvais. Ce sont les seules chaussures là qui m'ont donné des ampoules alors que je n'avais jamais d'ampoules. Sabina, elle, c'était des ampoules tous les jours, malgré les chaussures, toutes sortes de chaussures, mais moi j'en avais jamais eu. Et là j'ai compris ce que ma femme vivait tous les jours. Un calvaire, un véritable calvaire. Quand vous avez des ampoules, mais il y a des gens, je pense, il y a des marcheurs parmi vous. Les pieds, c'est tout le secret, quoi. Il y a le poids du sac et puis il y a les pieds. Si vous avez les pieds qui ne fonctionnent plus, vous vivez une véritable calvaire. La portée, ça croît, je crois. Parce que franchement, tous les soirs, percés, avec le briquet, les petites épingles là pour percer, c'est horrible. Deuxième paire, donc à Istanbul. Troisième paire, Tbilissi en Géorgie, ici. Là, ce sont des pays montagneux, montagnards, je dirais, avec du tourisme, malgré tout, hein, en Géorgie, malgré les conflits qu'il peut y avoir, donc des magasins qui vendent du bon matériel. On a trouvé une bonne paire en Géorgie. Dernière paire, alors écoutez, là je ne sais même plus comment on a fonctionné, parce que la dernière paire, il a fallu l'acheter ici, à Bishkek, ah oui, le deuxième hiver. Le deuxième hiver, nous trouvons refuge au Kyrgyzstan, et le Kyrgyzstan, de tous ces pays d'Asie centrale, est le plus touristique, le plus facile en tout cas pour y séjourner. Donc, il y a des magasins aussi de qualité, beaucoup de personnes font du trek en montagne, on trouve des bonnes chaussures. Et nous, on suivait la route principalement. C'est vrai que l'asphalte mange la gomme énormément. On quittait rarement l'axe central, parce que nous, on avait un objectif, c'était quand même de quitter le pays dans lequel on était, de faire au plus court, parce qu'il y a la question des visas. Vous ne pouvez pas rester 6 mois en Iran tranquillement, en sifflotant, c'est pas possible. Donc il fallait calculer le nombre de kilomètres qu'on avait à faire et le temps de visa qu'il fallait demander aussi. Et ensuite quitter le pays le plus rapidement. Alors parfois, il y a des gens qui nous accompagnaient pour une journée, qui disaient « Ok, on vient avec vous demain », et là, on partait avec eux pour une journée de petits sentiers en montagne. Mais c'était assez rare. En général, on suivait l'axe. L'axe qui reprend l'axe de la soie par endroit, pas partout. L'axe central de la route de la soie, il passe là. Attendez, non, pardon, excusez-moi. La Turquie, ici. Hop, et il rejoint l'Iran. Là, on est sur un axe central. Ici, nous l'avons découvert en cours de route, parce que l'itinéraire a changé en cours de route. Nous avons emprunté 7 itinéraires par le Caucase, Géorgie, Arménie, et nous sommes sur un axe secondaire de la soie. Il y a vraiment un axe secondaire de la soie. Je crois que j'ai avec moi, attendez, je m'avance peut-être un peu, mais une